Le grenier sentait la poussière et la mémoire. Camille monta lentement les marches de bois, éclairée par une lampe vacillante dont la lumière tremblait sur les poutres. Chaque pas réveillait l'écho d'une maison endormie depuis trop longtemps. Elle ouvrit un vieux coffre, couvert d'une toile d'araignée, et découvrit un carnet relié de cuir, humide de temps, dont la couverture portait une simple initiale. M.M. En l'ouvrant, son souffle se suspendit. Les pages décrivaient 3 meurtres, avec une précision clinique. Le lieu, la victime, la date, et au bas de chaque texte, une croix rouge tracée avec rage. À la dernière page, un mot unique. Demain. Un frisson parcourut Camille. Ce carnet, elle le comprit aussitôt, n'était pas une relique de fiction. C'était un compte à rebours. Le soir, dans la cuisine froide du manoir, Camille feuilleta encore le carnet. Chaque mot semblait gravé par la main d'un témoin, pas d'un écrivain. Les crimes évoquaient des lieux familiers. La plage de Varangeville, la route de la Chapelle, la maison du gardien du phare. Elle reconnut les noms. Tous appartenaient à des familles du village. Son téléphone vibra. Un appel de Juliette, son amie d'enfance. Camille hésita avant de décrocher, incapable de dire qu'elle tenait peut-être entre ses mains la preuve d'une série de meurtres oubliés. Au fond d'elle, une question montait. Et si ce carnet n'était pas un message du passé, mais un avertissement pour elle? Le lendemain matin, Camille se rendit au commissariat du village. L'endroit semblait figé, dans une autre époque. Volet clos. Silence étouffant. Le brigadier de garde, un homme fatigué, feignit l'indifférence lorsqu'elle mentionna le carnet. Aucun dossier de ce genre ici, madame. Ces mots résonnèrent comme une défense apprise. Sur le mur derrière lui, un cadre vide laissa entrevoir la trace d'une photo arrachée. Camille sentit que la vérité n'était pas effacée, simplement cachée. En sortant du commissariat, elle croisa un homme adossé à une voiture rouillée. Il la regardait avec une curiosité non dissimulée. « Vous avez trouvé quelque chose que d'autres auraient préféré garder enterré ?» dit-il simplement. C'était Marc Lenoir, ancien inspecteur de la criminelle. Son regard sombre et fatigué parlait d'années passées à chasser des fantômes. Il demanda à voir le carnet, le feuilleta lentement, et lorsqu'il arriva à la dernière page, sa main se crispa. « Ce n'est pas la première fois que je vois ces croix rouges, » murmura-t-il. Camille sut alors qu'elle n'était plus seule dans cette histoire. Le soir tombait sur le manoir lorsque Camille et Marc étalèrent le carnet sur la table du salon. Les 3 meurtres y étaient consignés avec la même rigueur morbide. Mais entre la dernière croix et le mot « demain », un espace vide, griffé comme si un nom avait été arraché. Marc posa lentement sa main sur la page. « Celui-là devait être le 4e, » dit-il d'une voix basse. Camille sentit la peur prendre forme. L'air sembla se figer. Dans le couloir, une porte grinça d'elle-même, et quelque part dans la maison, un pas résonna. Lent, précis, comme s'il montait les marches du grenier. Marc et Camille passèrent la nuit à croiser les noms du carnet avec des archives locales. La plupart avaient disparu des registres, comme s'ils n'avaient jamais existé. Juliette, contactée à l'aube, confirma que plusieurs documents avaient été retirés des archives communales il y a des années. 3 dossiers, 3 noms, 3 dates, tout correspondait. Pourtant, l'écriture du carnet semblait changer d'une page à l'autre, comme si plusieurs mains y avaient contribué. Camille sentit naître un doute. Et si le carnet n'était pas le journal d'un tueur, mais la chronique d'une vengeance collective? Juliette accueillit Camille et Marc dans la salle des archives. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle leur montra un registre manquant. « On m'a demandé de le retirer en 2003. Sans explication. » Son regard évitait celui de Marc. Elle ajouta que le nom de l'ordre venait du diocèse, pas de la mairie. Le carnet, l'église, les croix rouges, tout se rejoignait. Juliette glissa une clé dans la main de Camille. « Si vous voulez comprendre, »
Allez voir le sous-sol, mais ne dites pas que c'est moi. » Dans son geste, la peur était palpable. La clé ouvrit une porte que personne ne semblait avoir franchie depuis des décennies. L'odeur d'humidité et de vieux papier saturait l'air. Dans le sous-sol, des boîtes à moitié détruites contenaient des photos, des lettres et un carnet jumeau de celui trouvé dans le grenier. Les 3 meurtres y figuraient, mais datés d'années différentes. Une chronologie inversée. Marc comprit. Quelqu'un avait réécrit l'histoire, à intervalles réguliers, pour perpétuer la même peur. « Ce n'est pas un tueur, murmura-t-il. C'est un témoin qui veut qu'on n'oublie jamais. » Camille chercha des réponses à l'église. Le père Delcourt, d'abord méfiant, finit par la recevoir. Il connaissait ces croix rouges. Elles viennent d'un ancien rituel de pénitence, interdit depuis longtemps. Il confia qu'un prêtre, en 1944, avait commencé à consigner les fautes des villageois dans un carnet pour purifier la communauté. Chaque croix représentait une âme expiée. Mais quelqu'un, depuis, avait transformé ce rite en instrument de mort. Camille sentit le poids du passé s'abattre sur elle. Et si ce cycle n'avait jamais cessé? De retour au manoir, Camille remarqua une fissure étrange derrière une étagère. En retirant les livres, elle découvrit une cachette murée. À l'intérieur, un morceau de papier plié en 4 portait une écriture identique à celle du carnet. « Tu lis l'histoire d'un mort », Marc comprit avant elle. Ce message n'était pas une menace. C'était un avertissement laissé par la dernière victime. Une mèche de cheveux collée sur le papier confirma son intuition. Le carnet n'était pas qu'un récit. C'était une tombe ouverte. Le lendemain, un article anonyme parut dans la presse locale. Les pages du carnet, reproduites en intégralité. Les habitants, d'abord incrédules, commencèrent à murmurer des noms, des lieux, des soupçons. Camille, bouleversée, comprit que le carnet n'était plus un secret. Marc chercha à savoir qui avait envoyé ces images. Le journaliste affirma les avoir reçues d'une source interne à la mairie. Les lignes entre passé et présent se brouillaient. Le carnet avait ressuscité ses morts, et leur visage entrait désormais tout le village. Camille retourna voir Juliette. Dans le bureau sombre des archives, l'amie semblait nerveuse, presque absente. Sous la pression, elle avoua avoir transmis des copies du carnet à un photographe venu documenter la mémoire locale. Elle ne connaissait pas son nom, mais se souvenait de ses yeux clairs et de son insistance à parler des années 2000. Camille sentit son cœur se serrer. Hugo Blanchard. Celui qu'elle avait laissé photographier le grenier quelques jours plus tôt, il savait déjà. Camille retrouva Hugo sur les falaises, appareil photo en main. Le vent fouettait la mer, le ciel s'éteignait derrière les nuages. « Tu savais depuis le début, dit-elle. » Hugo ne nia pas. Il expliqua qu'il documentait un projet sur les crimes non élucidés de Normandie et que le carnet n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. « Les 3 meurtres, et celui à venir, » ajouta-t-il, la voix presque admirative. Camille sentit la colère monter, mêlée à la peur. Il avait raison sur un point. Tout recommencerait. Marc força la porte du presbytère. Le père Delcourt priait seul, la lumière d'une bougie éclairant son visage blême. « Je n'ai pas menti, » dit-il. « J'ai voulu protéger les vivants. » Il montra une boîte de bois scellée, contenant les archives des confessions de 1944. 3 noms y figuraient, identiques à ceux du carnet. Marc comprit que le prêtre savait qui reproduisait ces crimes. Un descendant d'une famille condamnée à tort pendant la guerre. La vengeance n'était pas aléatoire. Elle suivait une lignée. De retour au manoir, Camille monta de nouveau au grenier. Quelqu'un y était entré. Le carnet reposait sur le sol, ouvert à une nouvelle page. L'écriture semblait fraîche. Elle lut les mots avec stupeur. Le 4e meurt demain, à 22 heures. Derrière elle, un miroir ancien reflétait son visage.
Mais une silhouette se tenait dans le reflet, immobile, à sa droite. Elle se retourna violemment. Personne. Son propre souffle résonna contre les poutres, et pour la première fois, elle sentit qu'elle était observée. Le lendemain, Marc revint à l'église, décidé à comprendre l'origine du rituel. Le père Delcourt, le visage pâle et les mains tremblantes, sortit un vieux missel relié de cuir noir. À l'intérieur, les mêmes croix rouges apparaissaient, dessinées sur des noms de familles entières. Chaque génération devait porter sa faute, murmura le prêtre. Mais certains ont voulu porter celle des autres. Marc comprit alors que les meurtres n'étaient pas de simples crimes. Ils suivaient une logique ancestrale, une justice parallèle, dictée par la mémoire et la honte. Pendant ce temps, Camille examinait les marges du carnet au microscope de son atelier point peigné. Sous la lumière, elle distingua des lettres effacées à l'encre invisible, des initiales, parfois répétées, formant un mot presque complet, le noir. Le choc fut immédiat. Était-ce une coïncidence? Elle appela Marc, mais sa voix ne répondit pas. À cet instant, elle comprit que l'enquête venait de se refermer sur eux. Ce carnet ne parlait pas seulement du passé, il parlait de lui. Marc se rendit au vieux cimetière du village. Entre les pierres effritées, certaines tombes portaient les mêmes symboles rouges peints sur le carnet. Le vent faisait vibrer les branches des cyprès comme des prières murmurées. En observant les noms, il vit celui de sa fille, gravé à moitié, effacé par le temps. Ses jambes cédèrent sous lui. Il comprit alors la vérité qu'il fuyait depuis 20 ans. Quelqu'un avait utilisé sa propre douleur pour raviver la légende. Et cette personne connaissait tout de lui. Camille retourna voir Juliette, le carnet à la main. Elle lui montra les lettres effacées. Juliette blêmit. « Tu ne comprends pas, ce carnet appartenait à ton grand-père et au mien. Il faisait partie du même cercle. » Les mots tombèrent comme des pierres. Les familles Duret et Morel, unies par un pacte ancien, pour effacer les fautes de guerre. Le carnet n'était pas une malédiction, c'était une généalogie du sang. Camille sentit le sol vaciller sous ses pieds. Leur héritage était une chaîne, et quelqu'un en tirait encore les maillons. La nuit venue, Camille monta seule au grenier, déterminée à découvrir ce que cachait le symbole. Sous le plancher, elle trouva un cercle dessiné à la craie rouge, marqué d'une croix identique à celle du carnet. Au centre, une mèche de cheveux et une bague rouillée. En la soulevant, elle entendit la voix de Marc derrière elle. « C'est ma fille. » Le silence s'abattit. Camille comprit, alors que tout, depuis le début, visait à le ramener ici. Le prochain nom n'était pas celui d'une victime, mais celui d'un témoin. À 3 jours de la date inscrite dans le carnet, une tension palpable enveloppait le village. Camille sentit qu'ils étaient observés à chaque instant. Les volets claquaient, des ombres glissaient dans les rues désertes, et chaque pas résonnait dans la pierre humide. Marc, scrutant les lieux de son passé, se rendit compte que l'auteur connaissait leur routine. Le 4e meurtre n'était pas seulement écrit sur le papier. Il se jouait dans le présent, orchestré comme une pièce de théâtre où ils étaient les spectateurs impuissants. Camille trouva un nouveau carnet glissé sous la porte du manoir. Les pages avaient été écrites à la main la veille, avec des détails intimes de leur enquête. Chaque mot décrivait leurs mouvements et leurs doutes. Marc sentit son cœur se serrer. L'auteur n'était pas un simple voyeur, c'était quelqu'un qui connaissait tout. Leur passé, leur peur, et les faiblesses qu'ils avaient essayé de cacher. Le carnet n'était pas un avertissement, c'était un piège. Ils examinèrent les dates et les lieux du carnet. 3 crimes passés, un 4e imminent. Marc se rendit compte que l'espace vide à la dernière page n'était pas un oubli. C'était un nom effacé, celui de sa propre fille. La colère et la peur se mêlèrent. Camille tenta de le retenir,
Mais le temps filait. Chaque seconde rapprochait la nuit fatale. Le carnet devenait un chronomètre morbide, et le village tout entier, un théâtre de tensions silencieuses. Cette nuit-là, des pas résonnèrent dans le manoir. Camille s'approcha lentement, le cœur battant. Une silhouette se glissa dans l'ombre, et une main effleura le carnet posé sur la table. Un souffle court, un murmure inaudible, puis plus rien. Marc surgit derrière elle, mais l'intrus avait disparu. Tout indiquait que quelqu'un observait chaque mouvement, et que la menace n'était plus théorique. Elle était tangible, présente, et prête à frapper. Marc et Camille réalisèrent que le 4e meurtre n'était pas aléatoire. L'auteur utilisait le carnet pour manipuler leurs émotions, les pousser à des lieux précis et à des heures exactes. Une voix, une signature invisible, orchestrait le scénario depuis toujours. Le véritable danger ne venait pas des pages. Il venait de celui qui savait lire entre les lignes et qui avait choisi leur vie comme prochain acte. La nuit tombait, et le piège se refermait. La nuit enveloppait le manoir d'une obscurité oppressante. Camille monta lentement les escaliers du grenier, le carnet serré contre elle. Chaque craquement du plancher résonnait dans sa poitrine comme un avertissement. Marc la suivait de près, tendu et vigilant. Au fond du couloir, une porte entr'ouverte laissait filtrer une lueur rougeâtre. Camille sentit que la présence qu'il redoutait était là, invisible, mais tangible. Chaque pas rapprochait de la vérité et du danger. Dans le grenier, des marques rouges maculaient le plancher et les poutres. Camille s'agenouilla pour les examiner. Des lettres formant un nom, incomplet, mais reconnaissable. Marc sentit son cœur se serrer. Chaque signe semblait avoir été tracé récemment. L'auteur du carnet les avait attirés ici, exactement comme prévu. Le piège ne consistait pas seulement à tuer, mais à les confronter à ce qu'ils redoutaient le plus: la culpabilité et l'impuissance. Un bruit léger, comme un souffle, vint de la porte du grenier. Camille se retourna lentement, sentant son sang se glacer. Rien, juste l'ombre des poutres dansantes. Mais Marc, attentif, entendit un second souffle, plus proche. Il savait alors que l'intrus n'était pas un fantôme. Quelqu'un observait chacun de leurs mouvements. La tension monta jusqu'à un point presque insoutenable, le silence ponctué seulement par leur respiration haletante. Camille ouvrit le carnet une dernière fois et découvrit le 4e nom, soigneusement effacé, mais encore lisible, à l'encre invisible. Marc reconnut immédiatement les lettres. C'était celui de sa fille. Le choc paralysa Camille. La pièce semblait se refermer autour d'eux. Ils comprirent que le piège n'était pas seulement un meurtre imminent. C'était une confrontation avec leur propre histoire et les secrets qu'ils avaient tenté de fuir pendant des années. Soudain, un mouvement derrière eux. Camille se retourna et vit Hugo Blanchard, le photographe, immobile, un sourire glacé sur le visage. Il tenait une lampe rouge et un carnet similaire à celui qu'ils avaient trouvé. « Vous n'auriez jamais dû venir ici, » dit-il calmement. La peur et la rage se mêlaient. Tout ce qu'ils avaient cru comprendre jusqu'ici n'était qu'un jeu dans ses mains. Le grenier était devenu le théâtre final, et le 4e meurtre n'était plus hypothétique. Il allait se produire ici, ce soir. Le grenier baignait dans une lumière rougeâtre tremblante. Camille et Marc faisaient face à Hugo Blanchard. Chaque souffle semblait suspendu dans l'air épais de poussière. Hugo ouvrit son carnet et montra les pages, reproduisant exactement celles de Camille. « Tout ce que vous avez cru découvrir était orchestré, » dit-il calmement. La vérité éclata. Il n'était pas un simple photographe, mais le dernier descendant d'un ancien cercle familial, déterminé à faire payer les vivants pour les fautes passées. Le 4e meurtre, pensait-il, allait se produire, mais pas de la façon prévue. Hugo expliqua comment chaque détail du carnet avait été conçu pour les manipuler. Les dates, les croix rouges, les noms effacés. Les 3 meurtres passés avaient été réels, mais soigneusement sélectionnés pour nourrir leur peur. Le 4e nom n'était pas encore victime. C'était Marc lui-même qui avait été ciblé psychologiquement.
Le carnet n'était pas un simple journal. C'était un piège intellectuel et émotionnel, une arme de contrôle sur ceux qui croyaient connaître la vérité. Camille sut qu'il fallait agir. Elle attrapa Hugo par le bras, le déséquilibrant juste assez pour qu'il lâche son carnet. Marc saisit l'objet et le jeta à travers la pièce, brisant une vitre du grenier. Le bruit sec résonna, et Hugo recula, surpris par leur courage. Dans ce moment suspendu, tous trois comprirent que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le carnet, mais dans la volonté de ceux qui refusaient d'être manipulés. Le piège du grenier perdait son emprise. Hugo s'effondra au sol, vaincu mais vivant, le carnet désormais inutilisable. Camille et Marc, épuisés, s'assirent parmi les débris. La peur et la colère s'étaient transformées en soulagement mitigé. Le quatrième meurtre avait été évité, mais la trace du passé restait gravée dans chaque pierre du manoir et chaque page déchirée. Ils savaient que la mémoire, même refoulée, pouvait toujours ressurgir, et qu'aucun carnet ne pouvait enfermer la vérité éternellement. Au matin, Camille referma le carnet et le posa dans le grenier. Le soleil traversait enfin les fenêtres, dissipant les ombres rouges de la nuit. Marc posa une main sur son épaule. « Nous avons survécu », murmura-t-il. Mais Camille savait que ce n'était pas seulement une victoire. Chaque mot, chaque croix, chaque nom du carnet avait laissé une empreinte indélébile. Ils avaient écrit une nouvelle page de leur histoire. Mais le passé, lui, restait vivant, prêt à se rappeler à eux, si jamais quelqu'un osait le rouvrir.